qui sont là-bas. Jean-Marc Kisselet, on va les applaudir. Bravo. Merci d'être là. Je me doute que c'est un moment qui n'est pas évident, puisque notamment Jean-Michel a eu lieu en sphère privée, c'était le souhait de la famille. Il n'était pas concevable pour moi qu'il n'y ait pas un hommage, et quand on a discuté à plusieurs, avec Jean-Charles, avec Stéphane, avec tout le monde, il était évident pour nous qu'on allait lui rendre hommage. Donc moi je l'ai connu au niveau professionnel dans le cadre de IT Night, où j'avais présenté ma lunette connectée. Ça a été le début d'une aventure professionnelle, mais surtout le début d'une très belle amitié, puisqu'on s'est rendu compte qu'on était voisins. On ne se connaissait pas à l'époque. Voilà, j'habite dans les Yvelines, Jean-Michel habite aussi dans les Yvelines. Je dis toujours au présent, parce que j'ai du mal à parler de lui au passé. Et à partir de là, on avait un point commun tous les deux, c'est que tous les deux on a subi une erreur médicale. Donc chacun à son niveau, et c'est aussi ce qui nous reliait beaucoup. On était passionnés tous les deux d'e-santé. Et donc, grâce à lui et grâce à ses enfants dont il parlait très souvent, parce que Jean-Michel n'était pas forcément un homme qui exprimait ses émotions, et on avait ce lien tous les deux qui faisait qu'il arrivait à lâcher certaines choses. Il était extrêmement fier de son fils déjà, parce que c'est quand même grâce à toi que j'arrive à marcher, il ne faut pas l'oublier. Très fier de toi aussi, Caroline, de ta douceur, et il en parlait en permanence, et surtout il était fier aussi que tu sois à la BNP, donc qu'il continue la trace. Et comme il disait, je ne suis pas toujours présente pour mes enfants, je l'ai été rarement, mais je leur ai construit un avenir, et ma femme les a construits. Et ça, il le disait tout le temps. Donc ses petits-enfants, c'était sa fierté, et il espérait toujours que vous vous intéressiez aux nouvelles technologies pour continuer son œuvre, comme je dis. Donc Jean-Michel était quelqu'un de passionné. On discutait très très souvent à 5h du matin des nouvelles technologies. Je pense que toutes les personnes qui sont ici ont eu des échanges passionnants avec lui. Il avait son caractère. Ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Et surtout, on a eu l'occasion de beaucoup discuter, puisqu'on est allés tous les deux à beaucoup de conférences, et il n'aimait pas le fait que le mot chauffeur n'ait pas de féminin, donc il m'appelait sa chauffeuse. Donc ça nous faisait beaucoup rigoler tous les deux. Donc les gens me prenaient souvent pour sa secrétaire, alors que je venais en tant que présidente d'entreprise présenter mes propres technologies. Donc c'était un petit jeu entre nous. Et une fois par an, j'organisais à mon domicile le barbecue des entrepreneurs, et c'était pour lui l'occasion de se lâcher un peu et surtout de déguster systématiquement un bout de fruit. Donc il ne ratait jamais ce barbecue entrepreneur. Donc au cours de cet hommage, il va y avoir bien sûr une rétrospective de son parcours professionnel. Et je vous invite, si vous avez des anecdotes, à les livrer pour que sa famille puisse aussi voir le côté professionnel de leur père ou de leur grand-père. Je pense que c'est quelque chose qu'ils n'ont pas forcément conscience à 100%, parce qu'on a tous deux facettes, hein, le perso, le pro. Donc n'hésitez pas à lui partager des anecdotes en plus de celles qui sont déjà prévues. On peut l'applaudir, merci d'être là. Alors là, on a Patrick Robin, j'aimerais qu'il prenne un micro. Alors Patrick Robin, c'est un des fondateurs de la première régie publicitaire Internet. C'était quoi ça, les années 80, ça, 90 95, ça n'aura jamais pas 95 en même temps qu'Imaginette, effectivement. Écoutez, je vais faire un peu fort peut-être pour ce que je parle fort. Je vais faire court parce que je sais que vous êtes très nombreux à partager encore un moment avec Jean-Michel, et notamment en prenant la parole. Certains vont nous raconter bien sûr leur première rencontre avec le boss, d'autres vont nous rappeler effectivement à quel point ses conseils, sa parole, les rencontres à l'atelier ont littéralement changé leur vie. Et puis d'autres vont certainement évoquer bien sûr sa gentillesse, sa bienveillance, sa passion, son enthousiasme, son humour, etc. etc. Alors du coup, effectivement, j'invite tous les prochains orateurs qui vont arriver après moi à ne pas hésiter à faire des répétitions, c'est-à-dire de répéter tous ces mots qui caractérisent si bien Jean-Michel. Et on va même s'amuser, parce que l'hôtelier, il aurait détesté qu'on soit triste. On va s'amuser à compter le nombre de fois où ces mots vont apparaître dans toutes vos interventions. Bien sûr, je viens de le dire, gentillesse, bienveillance, enthousiasme, humour, et puis son incroyable capacité à être visionnaire. Je rajouterais peut-être un mot qu'on a peut-être moins l'habitude d'associer à Jean-Michel, ou en tout cas pas moi, mais qui m'est venu ce matin en y réfléchissant, c'était celui de combattant. Parce que Jean-Michel était un combattant,
voire même un résistant. Et Dieu sait que par les temps qui courent, on va avoir besoin de résister et qu'il va beaucoup nous manquer. Voilà, pour terminer, je dirais juste que ce fut je m'adresse plutôt à ses enfants, petits-enfants, c'était vraiment un honneur, une chance et un privilège d'avoir croisé ça. Merci. On peut applaudir Patrick. Gilles Cousin, qui va s'exprimer, vous pouvez venir ici, qu'on vous voit bien, donc il va s'exprimer au nom de son papa. Oui, bon, bah alors, merci beaucoup. Et alors, au nom de mon père, effectivement, déjà, je peux vous transmettre des bonnes nouvelles, c'est qu'il va bien. Parce que mon papa, donc Louis Cousin, né 31, 20 ans d'Internet. c'est 94 ans. Alors, dans les années 70. L'inventeur de l'Internet, ça c'est un grand débat. C'est un grand débat qui agace beaucoup de monde, mais c'est vrai que la reine Elisabeth II, donc, elle a décerné son premier Queen Elizabeth Prize for Engineering en 2013 à 5 types que son équipe a désignés comme étant collectivement responsables d'avoir inventé cet Internet qui nous apporte beaucoup de progrès, mais pas que. Et donc, mais il y a quand même aussi pas mal de polémiques. Et alors, je pourrais vous envoyer un podcast très intéressant d'une journaliste de Wired, je crois, ou d'une revue tech de la Silicon Valley, qui a fait une enquête très approfondie avec les derniers vivants pour justement éclaircir cette polémique et le datagramme, et est-ce qu'il était vraiment repris, copié, etc. Et donc, globalement, oui, il était dans les pionniers du TCP/IP avec son passage, mon père, donc au MIT en 63. Il a connu Jean-Michel Biot et alors, quelques années déjà. Voilà, il y a beaucoup plus longtemps que moi, et cette partie, j'avoue que j'aurais du mal à vous en parler très précisément parce que je la connais mal. Jean-Michel connaissait mon père, mais moi je connaissais Jean-Michel pour d'autres raisons. Parce que je suis journaliste financier, j'étais à l'époque, dans les années 90, au magazine L'Expansion, et je m'intéressais beaucoup à tout ce qui pouvait faire progresser la concurrence et le service aux consommateurs, pas toujours très bien traité par les services financiers. Et il y avait cet atelier de la compagnie bancaire où on inventait des tas de choses, de monétique et de nouveaux services plus efficaces, moins chers, la banque directe, les Cortal, etc. Et donc j'ai rencontré Jean-Michel, à l'époque je crois que c'était Philippe Naoum Cortal, et puis surtout Jean-Michel, je suis parti dans les années 90 faire une tournée américaine pendant un an dans des rédactions américaines, Fortune Magazine, Houston Chronicle, un peu partout, Miami Today, et j'arrive dans la Silicon Valley, m'installer à San Francisco, et Jean-Michel m'avait dit on a un contact là-bas parce qu'on a quelqu'un qui fait de la veille pour nous dans la Silicon Valley et qui va pouvoir te piloter un peu, te raconter ce qu'on y trouve, et c'était Laurent Edel. Mon ami Laurent Edel, qui aura certainement beaucoup plus de choses à dire sur Jean-Michel, j'espère, puisqu'il a travaillé avec lui. Donc j'ai vu ton post, Laurent, sur LinkedIn, qui était super, 27 ans, un mentor. Donc je pense que Laurent parlera beaucoup mieux de Jean-Michel que moi. Voilà. Donc Laurent, t'es obligé de parler. Voilà, interactif. Laurent Edel, donc moi je l'ai connu, tu faisais la veille pour l'atelier dans la Silicon Valley, donc moi je débarque avec ma copine de l'époque, on était vraiment des saltimbanques, on faisait le tour des États-Unis en voiture, parce que je dois vous dire que ma copine à l'époque était algérienne sans papier. Et donc on ne se baladait pas en avion, on faisait le tour des États-Unis en voiture, et on arrive à la Silicon Valley après avoir fait une étape à Houston. Qui existait déjà à l'époque, la Silicon Valley? Bien sûr, 90 hein, pour nous, hein. Désolé, hein, mais bon. 90, et donc on débarque, on venait de Houston, donc on débarque avec nos Santiago, et on rencontre Laurent Edel qui nous raconte, qui était donc tout jeune et qui ensuite a fait plein de trucs, mais ça c'est lui qui va vous le raconter. Alors, et qui continue de faire des choses formidables. Raconte. Jean-Michel, ça a été mon seul et mon premier seul patron. Et le seul. Et le seul. Et il a dit oui. Je lui proposais un truc, on ne se connaissait pas. Je lui ai dit est-ce que je peux aller sur un salon à New York et vous me payer le voyage? Il m'a dit oui. Et puis de New York, je lui ai dit en fait ça se passe dans la Silicon Valley, est-ce que vous me payez le voyage? Et il a dit oui. Et puis il m'a dit finalement est-ce que vous prenez un job pour l'atelier à San Francisco? Là j'ai dit oui. Et puis la BNP Paribas n'arrivait pas à avoir de visa, donc j'ai dû rentrer en France. Et puis il y a un gars qui s'appelle Sven Lung qui m'a dit l'atelier à Paris c'est bien, mais si on pouvait faire ça en Europe, ça serait
aussi. Donc j'étais Jean-Michel, est-ce qu'on peut faire l'atelier à Genève, Berlin, Londres? Il a dit oui. Et puis au bout d'un moment, je lui ai dit, écoutez Jean-Michel, je ne peux plus de fréquenter ces entrepreneurs, ils m'ont donné le virus, je vais créer ma boîte. Et là, il m'a encore dit oui. Et il m'a emmené voir le grand patron André Léviland. Et ce que je retiens, c'est qu'il disait oui. Et il y a tellement, moi je dis tellement non, et j'entends tellement non, que c'est un mentor et une personne qui donne la chance à plein de monde. Et ça, c'était merveilleux. Merci de ce témoignage. On a Gilles Gabinet qui suit ça depuis très longtemps. Alors Gilles, un mot d'histoire avec ce fondateur d'Internet. Est-ce que c'est vrai que ça aurait dû rester français? Alors c'est dû à quoi? Et c'est dû à qui, si on n'a pas gardé cette invention? Oui, il se trouve que j'ai écrit un bouquin qui est une chronologie de l'histoire de l'Internet. Et j'ai évidemment interviewé Louis longuement, qui d'ailleurs est très humble. Il disait c'est pas probablement pas moi, et je crois qu'il ne sait pas bien lui-même. Windsurf également, un peu plus compliqué. Et voilà, j'ai pas réussi à avoir Bob Kahn à l'époque, mais il est certain qu'il y a une contribution académique très forte. C'est-à-dire que les idées s'échangent, les idées sont gratuites. On a l'échange du monde des idées, quoi, mais pas du business. Ouais, mais c'est quand même chouette. Fait ça. Alors Jean-Michel Billot dans tout ça, quelle perception tu as du personnage de l'homme justement? Donc Jean-Michel, je fais partie de pas mal de gens qui sont exprimés, qui ont déjà dit ça, mais un peu des vétérans de cette affaire. C'est dans les années 90, j'étais un start-upper, et il faut bien comprendre que le monde de l'informatique, c'était quand même un monde de gens sérieux, plutôt chiant. C'est plus le cas aujourd'hui. Et mais ça a beaucoup évolué, et donc on se disait, waouh, comment on va rentrer dans cet univers? Et moi, je crois que ce que j'ai beaucoup aimé chez lui, c'est la candeur de l'enthousiasme. C'est le fait qu'il prenait des gens qui étaient des va-nu-pieds comme moi et d'autres, et il disait, mais c'est top, vous pouvez le faire, et voilà. Et je vois que c'est une culture qui est moins française. Ça se passe spontanément comme ça, et c'était très appréciable parce que je crois qu'il a participé à forger ce qui est devenu finalement la culture de l'Internet en On France. le voit avec Fabius, là, dans les années 90, quand même. Ouais, donc c'était un pont aussi, effectivement. Et voilà, c'était un mec incroyablement gentil. Et en fait, je crois que certains ont dit qu'il avait aussi son caractère, mais c'est parti Enfin, quand vous êtes volubile, vous n'êtes pas toujours allant dans le sens du truc. C'est-à-dire que ça part dans tous les sens, et des fois vous n'êtes pas d'accord, et vous l'exprimez brutalement, et j'adorais ça en réalité. Je trouvais ça super. Et franchement, si je repense à 94, 95, vraiment, ou 96 peut-être, le tout début de l'Internet, la première personne sur qui je tombe, c'est sur lui, parce qu'on a tous été à l'atelier, et il n'y avait pas d'autre lieu. C'est ça l'atelier? L'atelier, c'était l'endroit où... C'était des tables comme ça. C'est ça, ouais. On refaisait non, pas vraiment. Il n'y avait pas d'endroit où on pouvait rencontrer d'autres entrepreneurs. Ouais. Et c'était un phare dans la nuit en réalité. Je pense qu'il y a eu des différents moments, mais le moment bio, c'est vraiment la première phase de cristallisation de l'écosystème français. Et qu'on aurait été un peu plus dans la continuité, on serait allé plus vite. Je peux continuer très longtemps. C'est bon, on peut l'applaudir. Merci Gilles. On va avancer cette image. Alors, on est chez lui. Sa vie a compté aussi pour Jean-Michel. C'est Jean-Charles Bossard. J'aimerais qu'on l'applaudisse. Alors Jean-Charles, tu as toujours été un précurseur. On va regarder des images de tes débuts avec Jean-Michel. Raconte-nous ces débuts. On prêchait un peu dans un désert. Alors, d'abord, je vais vous raconter le début de l'histoire quand même. Ben oui, parce que c'est quelles années ça? L'atelier. Un jour, il y a le secrétaire du président de la compagnie bancaire qui dit au président, il y a M. Billot qui veut vous voir, il veut vous montrer quelque chose. Alors, le président dit, Billot, c'est le gars qui a la documentation là au sol. Ben oui, mais il veut vous montrer quelque chose. Et Billot, Jean-Michel arrive, il pose sur le bureau du président un truc qui ressemble qu'à un écran, un clavier. Et le président lui dit, mais c'est quoi ça? Il dit, monsieur, c'est un Minitel. Et France Télécom est en train d'en installer à Vélizy. Donc on est en 80.
Il y en a 2000 en test, et j'ai pas mal de copains chez France Télécom, ils m'ont dit que si ça marche, on va distribuer un Minitel à chaque Français gratuitement. Alors, ils ont dit, comment ça, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et il dit, mais pourquoi vous me dites ça? Il dit, parce que derrière cet outil, il y aura des services. Nous, la compagnie bancaire, on faisait du crédit. Qu'est-ce que c'est que le crédit? Excusez-moi, je caricature un petit peu. Vous avez un jeune couple qui veut s'acheter une belle chambre à coucher avec des meubles avec miroir au plafond, qui n'a pas l'argent et qui prend un crédit. Et donc, on signe la demande de crédit le samedi, et puis le lundi matin, on envoie à l'organisme de crédit qui, dans la semaine, va donner la réponse. Manque de peau, une fois sur deux, la femme, qui est en général plus lucide, dit c'est trop cher pour nous, on va annuler la vente, l'achat. Et bien donc, Jean-Michel dit, le jour où on pourra faire des programmes et donner l'accord de crédit sur le lieu de vente, et donc il dit à son président, on va faire comme si les Minitel étaient distribués, et le jour où le Minitel est distribué, on sera prêt. Et vous connaissez la suite de l'histoire. À partir de 82, pendant 10 ans, 15 ans, la France a été la première nation électronique du monde, de loin. Chaque Français avait son Minitel. Et dans la semaine qui a suivi le lancement du Minitel, le CTLM annonçait le crédit sur le lieu de vente. La part de CTLM est montée en 3 ans à 35% de part de marché. Et là, le président, entre-temps c'était André Lévilan, le président de la compagnie bancaire, il a compris que jusqu'à présent, on pensait que le progrès technique profitait à tout le monde. Et là, on a compris que celui qui avait 6 mois d'avance, il pouvait en tirer un avantage concurrentiel. Et à ce moment-là, l'atelier télématique, c'était son nom, est né, qui est devenu ensuite l'atelier du commerce électronique jusqu'en 94, mais là j'enquête. Et je termine en racontant juste une anecdote. Quelqu'un dit tout à l'heure, les gens qui ont compté pour Jean-Michel, c'est plutôt l'inverse. Aujourd'hui, c'est Jean-Michel qui a compté. Je vous raconte, moi, un des quarts d'heure les plus importants de ma vie. Donc moi, j'étais souvent à l'atelier, et donc à partir de 96-97, on s'est dit salarié de la BNP. Voilà. Alors moi j'étais patron du marketing d'une des filiales, c'est du financement professionnel. Okay. Et donc avec Jean-Michel, on s'est dit là il y a un truc extraordinaire, on pourrait faire des communautés professionnelles, c'est un peu les réseaux sociaux avant l'heure. Et Jean-Michel dit bah oui, on le fait, on crée une boîte, tu vas t'en occuper. Et je dis mais bon Jean-Michel, moi je suis directeur marketing, j'ai un directeur commercial, un DG, un président, si je dois tous les convaincre, on va y passer 5 ans. T'inquiète, Bernard Muller, qui était le patron de la compagnie bancaire à l'époque, arrive tous les matins à 8h au parking. Demain matin, tu viens, ou lundi matin, je me souviens, tu viens au parking, on fait semblant de monter dans l'ascenseur avec lui. Je peux raconter ça, il y a prescription maintenant. Et on va lui dire, tiens, on a un truc à vous montrer. Donc, je me pointe le lundi matin avec Jean-Michel dans le parking, pas de Bernard Muller, il fait en déplacement. Le lendemain matin, 8h, même truc, pas de Bernard Muller. Je dis à Jean-Michel, écoute, on va pas passer notre vie dans le parking. Il me dit, bon, mais il sera peut-être là demain. Je dis, ouais, je ne peux pas, demain il sera. Le lendemain, là, j'ai fini. Le mercredi, le soir, il m'appelle en disant, j'ai oublié de te dire, j'ai vu Bernard, je lui ai dit qu'on avait un truc à lui montrer. Et à 8h dans son bureau demain. Je dis, mais on n'a rien préparé. Viens, t'inquiète. On arrive dans le bureau. Alors, j'ai quand même pris une chemise avec 3 feuilles blanches. On parle, on explique notre truc à Bernard Muller. Il dit rien. Je dis, bon, ça part mal. Et à la fin, il dit, vous avez fini. Il dit, j'ai 3 questions. Est-ce que vous y croyez? Alors, on dit, oui, ben, sinon on ne serait pas là. 2, est-ce qu'à Noël, on était au mois de mai, à Noël, est-ce que je peux voir quelque chose qui tourne? Ben, on dit oui. Et après, il dit combien il vous faut? Alors là, moi, j'avais aucune idée. Et Jean-Michel dit 3 millions. Comme ça. Alors, on était en France. Et là, il dit c'est bon. Et s'il y a un comptable qui vous emmerde, vous me l'envoyez. Voilà, c'était ça. Et ça, c'est donc vous comprenez que Jean-Michel a eu. Alors, ça va, tu voulais rajouter quelque chose? Je vais demander à Arthur et Deyane. Arthur, Deyane. Je voulais savoir si vous aviez cette notion de l'impact de votre grand-père dans la vie d'Internet et dans la vie en général et ce qu'il avait créé. donc la question c'est est-ce que vous aviez, est-ce que vous connaissiez sa vie médiatique, populaire, comme on le voit, ou c'était, vous l'avez découvert que très tardivement? C'est ça la question? Je sais pas. Je sais pas, 3 coups. Prends ton temps, il n'y a pas de souci. C'est vrai qu'à partir de maintenant, je me suis
pas trop intéressé à sa vie professionnelle. Je l'ai toujours connu avec en fauteuil roulant et devant son bureau. Quand j'y repense, je repense à tous ces moments qu'on avait passés quand j'étais petit, tous ces souvenirs, tous ces moments où il m'a filmé et il s'est enregistré sur son ordi. Le fait de voir qu'il a autant accompli de choses, on va dire. C'est nouveau pour toi. Donc il faut maintenir sa mémoire. Je savais qu'il avait fait des trucs, mais je ne savais pas quoi exactement. Et encore, c'est pas fini, hein. Tu vas voir, il y a beaucoup d'autres intervenants. Très bien, alors on continue. On t'a sélectionné des photos, tu vas nous les commenter. Allez, alors ça c'est. Là, vous aviez quelques années de moins. Ouais, là, oui, vous avez quelques kilos également. Ça, c'est New York. Non, ça, c'est des voyages qu'on faisait avec la compagnie bancaire. Le truc, on prenait des partenaires et on les mettait dans un avion. Ils partaient avec Jean-Michel. Et bien, ces gars-là, ils étaient vaccinés à vie. Ils bossaient pour nous jusqu'à la fin de leur jour. Et là, c'est la vérité, c'est un bon vivant. Ça, c'était au Japon en 92, un voyage mémorable. Ça, c'est New York, il y a François Druel qui était là, qui n'a pas changé. Là, c'est plus tard. Les bonnes bouffes aussi, les voyages et les bien manger. Également le directeur commercial, Marcel Doucet, c'était un type formidable. Donc là, c'est ouais, bon, il y en a plein. Bon, après, mais je ne veux pas monopoliser, tout le monde a fait des choses avec Jean-Michel. Tiens, voilà, Jean Médico, ça c'est le jour de sa Légion d'honneur. Non, c'était une autre médaille, c'était plus loin. D'accord. Ça c'était l'Axel avec 2000. Et ça c'est la dernière aventure, puisque moi, Jean-Michel, j'avais créé Business Village avec lui, Localéon, les collectivités, et le dernier truc avec Jean-Marc Montguillet qui est ici, il nous a embarqués pour l'Estonie. Et donc nous, on a modestement essayé de faire venir l'Estonie en France, mais ça a été un fiasco total. Enfin, on connaît bien Tallinn, et les espaces été comme hiver. Alors, on va enchaîner avec Sylvain Felippo. Sylvain, il n'est pas là. Donc, François Druel, on peut l'appeler, il va prendre la parole. Et là, on va se transporter l'émergence de l'Internet. L'émergence de l'Internet, alors, comme il a été signalé, j'ai la chance de ne pas avoir beaucoup changé. C'est le phénomène de la coiffeuse. Donc, je vous conseille, ça marche très bien. Jean-Michel Billot, en fait, l'aventure a commencé un tout petit peu avant l'atelier. Je travaillais chez quelqu'un que certains ici connaissent, qui s'appelle Norbert Paquel. Et Norbert, un jour, me dit, écoute, toi qui t'intéresses à l'Internet, va donc à l'atelier, tu verras. Va donc à l'atelier, tu verras. Je suis allé. Comme tout le monde, j'ai profité du plateau à rafraîchissement à 5h du soir. Et puis, j'avais une petite idée dans la tête. Et je me suis dit, si l'Internet est une base de données, il y aura besoin de spécialistes de la base de données. Quand il y avait les papyrus, il y a eu les scribes. Quand il y a eu les parchemins, il y a eu les moines copistes. Et maintenant qu'il y a l'Internet, il y a les netsurfers. Et je voulais créer une boîte avec ça. Et avant de créer cette entreprise, je me suis dit, tiens, je vais demander à Billot, peut-être qu'il a une idée sur la question. Alors il m'a invité, il m'a dit on se voit à 11h30, on discutait jusqu'à midi et demi, on est allé à la cantine de la compagnie bancaire au 5e étage, on a déjeuné ensemble, et à 2h30 il me dit écoutez François, la compagnie bancaire a besoin d'un netsurfeur, vous commencez demain. Je vais vous montrer votre classe. Et là on est allé au garage de l'atelier qui démarrait. Il dit, vous voyez, là, il y a une place, alors il y avait vaguement un ordinateur qui traînait, il y avait vaguement, bon, je me suis dit, d'accord, ok, le lendemain, j'arrive, Jean, à l'accueil au 5e heure, dit, mais en fait, j'ai rendez-vous avec Billot, et je lui dis, Jean-Michel, au fait, moi, je veux bien travailler pour vous, mais comment? Alors, il prend son téléphone, il appelle Anne, en rouge, c'est celle qui s'en souvient, il dit, Anne, je vous envoie un duel, je l'ai embauché. Alors, j'avais le souvenir, vous avez embauché, mais j'ai pas d'emploi. Donc, qu'est-ce que vous allez faire pour lui? Un netsurfer a pris sa grille de DRH, il dit mais j'ai pas de... Bon bah je vais vous mettre à ce niveau-là, c'est un job de cas, on va prendre le premier job de cas, bon bah d'accord, la période d'essai, bon bah démarrer. C'est comme ça que s'est créé l'atelier de l'activité de netsurfing, et je faisais à l'époque des recherches sur Yahoo, les premières versions de Yahoo, sur Alta Vista, ça me rappelait des souvenirs aux plus anciens.
sur voilà.fr qui commençait à démarrer. Et tu avais une chemise hawaïenne. Et j'avais une chemise hawaïenne. Et cette chemise hawaïenne, je la mettais le vendredi. Et un jour, Jean-Michel me dit, écoutez François, il faut montrer l'Internet au président de la compagnie bancaire, Bernard Müller, et vous avez rendez-vous à 14h vendredi. Bon, j'avais ma chemise hawaïenne, je monte au 4e étage, je vois Bernard Müller, je montre l'Internet, il avait installé un ordinateur dans son bureau, un Mac. Il dit François, je peux voir mon Internet. Je lui montre l'Internet petit à petit. Et puis au bout de 2-3 fois, il me dit, moi, comment on fait pour programmer de l'Internet? Je lui montre des pages en HTML. Il y avait un stagiaire à l'époque, Brahim Amdouni, avec qui on avait monté Business Village. Jean-Charles et moi, on avait monté Business Village ensemble. Brahim m'avait montré en 4e vitesse 3 lignes HTML. Je lui montre la chose. Et à la fin, la semaine d'après, il dit François, je vais vous montrer quelque chose. J'étais à son bureau présidentiel. Il me montre fièrement la page HTML qu'il avait fabriquée, qu'il avait écrite lui-même. J'étais sidéré. Ah oui, comment ça? Bah oui, parce que si moi je ne sais pas écrire HTML, comment voulez-vous que j'explique aux informaticiens que c'est facile? Et là-dessus, Et des témoignages. je termine. J'en ai pour 1 minute. Et là-dessus, 2 choses se sont passées. La première, à moi, et c'est l'expérience que j'en tire, il faut tester, il faut essayer, il faut se confronter. Ça ne coûte rien d'apprendre HTML, ça ne coûte rien de faire une page web, ça ne coûte rien, et c'est beaucoup plus efficace que faire des slides. Je dis ça à tout le monde autour de moi. La deuxième chose, c'est qu'on a appris à tout le monde à faire de l'Internet, et c'est comme ça qu'on a créé la Web School, et sa camionnette rouge, parce que Bernard Müller m'a dit maintenant, vous formez tous les présidents de toutes les filiales de ce que j'ai fait, et on les a fait passer un par un à la Web School, et puis ensuite, Marc Bangès, on en a parlé, le patron du CTLM, il dit François, ça c'était dans quelles années 96-97. Et 98, on a fait 100 000 km en France pour faire ça. Il y a des témoignages derrière, 7 000 monsieur. personnes au total. Présentez-vous. On peut l'applaudir. Alors, on va faire un petit voyage dans le temps. Alors, qui êtes-vous d'abord? David Fayon, évangélisateur aussi du numérique, à mon niveau. Alors moi j'ai connu Jean-Michel beaucoup plus tardivement, au début des années 2000, où... Bon, là on n'est pas très loin, là, on est 98. J'ai connu, j'étais un des primo-utilisateurs de Google, qui était déjà une super révolution par rapport à Alta Vista, par rapport à Yahoo, par rapport à tout ce qui existait au niveau de la recherche, puisque c'était simple et c'était l'algorithme. Et donc j'ai connu Jean-Michel par le Bio Show. En fait, ce qu'il faisait, c'est dès qu'il retrouvait repérait un start-upper ou quelqu'un qui était assez innovant, il l'interviewait avec un matériel de fortune. Il était aussi, à l'époque, situé dans... C'était son blog. Enfin, c'était son blog, à très haut débit. Il était promoteur du très haut débit. Il voyait qu'avec le développement du très haut débit, ou même du haut débit à l'époque, avec la DSL, il y aurait de nouveaux usages. Et donc, il croyait et il voulait inspirer et attirer tout un écosystème derrière. C'est comme ça que vous l'avez connu. C'est comme ça. Il m'avait interviewé pour des bouquins, etc. à l'époque. Et il parlait beaucoup, on n'en a pas encore parlé jusqu'à présent, de Madame Billot. Madame Billot, on en entendait tout le temps parler, on la voyait jamais. Donc moi, je lui ai donné un petit surnom amical qui était le Colombo du numérique. Parce qu'il était là à inspecter avec ses lunettes, etc. et à essayer de trouver des pépites, ou des futures pépites inspirantes. Après, bon, je l'ai revu à l'occasion d'événements du numérique un peu partout. Et à chaque fois, c'était un plaisir d'échanger. Il avait toujours un petit mot gentil, il disait l'ami. Et après, j'ai vu aussi, lorsqu'il a été amputé, donc mais il était comme ça a été dit au départ, un combattant. Et dernière petite anecdote, quand j'étais dans la Silicon Valley entre 2014 et 2017, il y avait un petit site qui s'appelait laprimaire.org pour permettre à tout citoyen de concourir pour les élections présidentielles en étant ensuite boosté par ses organisateurs, l'association bénévole. Donc j'avais eu le plaisir de faire un débat avec lui, avec Skype à l'époque, et on était 3 pour ce débat. Il y avait Alain Garnier, qui est promoteur du numérique et directeur de CEO de Genspot, Jean-Michel Billot et moi, et on avait passé un super moment ensemble, et il était aussi citoyen estonien, et il était très admiratif de l'administration électronique,
Et il voulait, et j'en termine là, que l'administration française, avec les glandules, les énarques et tout ça, C'est vrai qu'ils les aimaient pas trop. soit complètement déconstruite et reconstruite de façon 2.0 et collaborative. Et je m'arrête là. Merci de votre témoignage. Il y a un autre témoignage, monsieur. Alors, présentez-vous. Bonjour, je suis Georges Fischer. À l'époque, j'étais directeur adjoint de l'information économique à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. D'accord. Et je créais des banques de données. Je suis tombé dans l'Internet quand il était tout jeune, puisque ma première banque de données sur Internet était en 92 sous format texte, puisque le web n'était pas encore sur le marché. Et j'ai connu Jean-Michel parce qu'on a créé à l'époque, Gérard Ledoux s'en souvient, on a créé à l'époque Live C2E. On était 5. Il y avait Eddy France, il y avait le Club de l'Arche, il y avait la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, et puis il y avait l'AFTEL, et c'est devenu ensuite plus tard l'ACCED. Et Jean-Michel, moi je menais à l'époque des opérations de sensibilisation aux entreprises, 93, 94, j'avais 80 chefs d'entreprise devant moi, je sais qui a un email sur sa carte de visite, il y avait 2 mains qui se levaient. C'est vous dire combien on était au début. Et avec Jean-Michel, à l'époque, on a beaucoup fait les printemps de l'Internet, la fête du printemps de l'Internet. Et on allait un petit peu partout, raconter des histoires. Et il faut bien dire qu'on s'est beaucoup trompé, on s'amusait de s'être trompé. Mais maintenant, il a eu raison. Quelques années après, je me souviens de son idée de net ordinateur, qui n'a pas marché à l'époque, mais aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Et ce que je voulais dire simplement sur Jean-Michel, c'est qu'il avait un enthousiasme prosélyte absolument extraordinaire. Et il savait emmener les gens vers ces espèces d'expérimentations pour apprendre. Et il leur disait toujours, je ne sais pas, essayez, et puis vous verrez bien si ça marche. Voilà. Merci de votre témoignage. Il y a d'autres réactions. On va accueillir Reynald Werkin sur le plateau. On peut l'applaudir. Donc, on va parler du... Et madame, vous voulez dire un mot? Allez-y. Donc, je me permets, donc je suis Isabelle Galli et j'ai bien connu Jean-Michel parce que j'étais aussi au début de l'aventure de l'Internet. Il m'avait convié à l'atelier Paribas parce qu'on montait des formats. Donc à l'époque, on avait monté avec des copains Cyberlex, c'était une association des juristes de droit d'Internet. Puis après, on a monté l'Open Coffee Paris. Puis après, j'ai rejoint le Club Sénat, c'est le temps du Sénat. Et à chaque fois, il m'a aidé à monter des nouveaux formats à l'intérieur, que ce soit des learning expéditions, des stages pour les sénateurs, etc. Donc c'est vraiment été quelqu'un qui partageait beaucoup, qui vraiment, il a incarné ça. Il était aussi convaincu que grâce à ces technologies, on allait changer le monde en mieux. Et vraiment, ça nous a donné l'impulsion de départ. Et tous autant qu'on est, on y a cru longtemps et on y croit toujours avec les nouvelles des révolutions technologiques. Et voilà, je tenais à témoigner parce que aussi en tant que femme, il m'a incité à m'imposer dans ce monde d'hommes. Et on en a un peu la représentation aujourd'hui, puisque à part Isabelle depuis tout à l'heure, il n'y a que les hommes qui ont parlé, donc je me suis permis de prendre la parole. Vous avez bien fait. Il m'avait demandé toujours de le faire. Merci beaucoup. Alors Reynald, alors tu dois parler du Club de l'Arche. Très rapide, on va parler du Club de l'Arche. Alors je précise pour ceux qui ne connaissent pas que tu es directeur de la publication de la ville connectée, c'est ça? Ville Intelligente Mag, oui. Mais en fait, Ville Intelligente Mag, on va expliquer. Il a beaucoup milité pour les territoires, le haut débit dans les villes, etc. Il disait que les politiques n'étaient pas à la hauteur. D'ailleurs, c'est bien, il y en a qui arrivent. Voilà, c'est exactement. Poser des questions par cibler. Non, en fait, Jean-Michel, c'est une histoire qui remonte à près 20 ans. J'étais un jeune start-upper, dans la limite d'âge, je dois dire. Et on me dit, il faut rencontrer Jean-Michel Billot Show, c'est de la visibilité, j'étais en démarche de levée de fonds. Et on m'emmène dans l'Est, une foire, et je rencontre un monsieur en fauteuil roulant, on regarde les lunettes. Bon, je vais pitcher, je vais faire mon pitch, j'arrive à l'américaine, je fais mon pitch. Il me dit, non mais attends, arrête. Il me dit, j'ai pas besoin que tu m'expliques les solutions, dis-moi quels sont les problèmes. Et en fait, Jean-Michel, c'est ça en fait, son résumé. Les solutions, on les connaît tous, c'est du marketing, c'est des belles pages. Jean-Michel s'est intéressé au problème. Donc, quel est le problème? La solution viendra toujours après. Donc, j'avais inventé un univers virtuel en 3D pour les collectivités. Qui attends, c'est des énarques. Voilà, on en parle, les énarques. C'était son mot, le gaulois. On a bien tapé sur les énarques, on en a quand même un peu besoin. Oui, mais quand même, il y en a quelques-uns. Mais la problématique de Jean-Michel, c'était très simple, c'était il faut y aller, il faut toujours avancer. Donc on avançait, donc on a travaillé. Et pendant 15 ans, on ne s'est pas lâché. Donc je venais le voir. En effet, je venais déranger Madame Billot, je venais chercher, on avait un petit bistrot, on voulait monter les premiers espaces de coworking, on parlait il y a
17-18 ans. Ça s'appelait le Bio Show, qui était un peu transposé. On a créé Marc Duvadéli, c'était se révolter. On a créé des univers virtuels à Villiers-de-Bayeux où on faisait des conférences. On a inventé plein de choses qui n'ont jamais marché. Comme les Mardi-Tout, je vois qu'il y a André Bouchet qui est là, qui a animé aussi. Les Mardi-Tout, c'était le premier mardi de chaque mois, et puis on essayait de lancer. Donc en fait, on a voulu essayer de fusionner un petit peu tout ça dans l'association Le Club de l'Arche. Et donc j'ai repris la présidence du Club de l'Arche il y a 15 ans. L'objectif, c'était d'essayer de fusionner. Et puis on est parti sur plein de délires, vie professionnelle aussi à Nantes, Jean-Michel a été pris, donc on n'a pas eu le temps de pouvoir se mettre ça en place. Mais en fait, on a créé ce média, Vie Intelligente Mag, parce que c'est quand même Jean-Michel qui était à l'origine de cette idée, de dire la Smart City c'est bien, il faut parler du territoire intelligent, il faut parler des usages et non pas forcément des moyens. Donc on a créé, donc le Club de l'Arche existe toujours, le Club de l'Arche 2.0, puisqu'il est nouvelle version, il est même tout systématiquement à 2.0 sur tout ce qu'il faisait. Et on a créé pas mal de choses autour de ça. Je vous invite aussi à voir sur le MAG, sur Vie Intelligente Mag, c'est une association, enfin même une fondation, puisqu'on l'a transformée en fondation. Il n'y a personne, donc on cherche des contributeurs. Et là, on essaye d'avancer un petit peu sur cette vision. Vous verrez, il y a une émission qu'on a tournée il y a 5 ans, qui s'appelle Les dinosaures du web. Je pense que ça porte bien son nom pour beaucoup qui sont ici. Donc c'est pas très sympa pour ceux qui sont là. Et c'est tout à fait ça, c'est le show, donc c'était avec Jean-Michel qui animait ça, avec Jean-Charles Bossard, avec Jean-Pierre Jean, avec Tanguy Sello. Voilà, on s'est amusé. Donc voilà, on a créé le Club de l'Arche, on continue. Alors, amenez-nous vos contenus. Alors Jean-Charles. Oui, juste un mot. Vous, tout à l'heure, mon cher André, je vous ai cité. Alors j'aimerais qu'on applaudisse Rénal. Voilà, merci. Tu restes avec nous, Rénal, parce qu'on a besoin de lumière. Et je voulais que vous applaudissiez André Léviland, qui était patron de la compagnie bancaire en 1982. Vous étiez patron de la compagnie bancaire à l'époque de Jean-Michel. Et voilà. Et j'ai dit que vous avez été le premier chef d'entreprise en France à comprendre l'intérêt de la veille technologique, puisque grâce au Minitel, le CTLM a pris 3 points de part de marché en 2 ans, et vous avez compris que le fait d'avoir quelquefois quelques mois d'avance dans la veille technologique. Est-ce que vous voulez dire un mot? Alors comment il était Jean-Michel Billot? Il était ingérable pour un patron. Non, c'était à l'époque qu'il était économiste, il travaillait pour la compagnie bancaire, et il est venu me voir un jour en me disant j'ai une idée, on pourrait créer un atelier pour mettre au courant les gens du CTLM en particulier, mais pas seulement, de tout le groupe, de ce qu'il y avait de nouveau en matière de commerce et de distribution. Il y avait le Minitel, bien sûr. Quelle était sa fonction à Jean-Michel à l'époque? Il était économiste au service économique de la centrale de la compagnie bancaire, tout simplement. Et plus que ça. Oui. Donc il avait un intérêt pour la question. D'accord. Et il savait que le métier de la compagnie bancaire reposait en particulier sur la relation avec les distributeurs. Par exemple, en crédit bail, on avait comme prescripteurs essentiellement les vendeurs de matériel, quel qu'il soit. CTLM, bien évidemment, l'électroménager. Il y avait des filiales qui faisaient la même chose pour l'automobile. Et donc, dans tous les cas, l'idée de Jean-Michel était simple. Il m'a dit, si vous êtes d'accord, je crée un atelier où je rassemblerai des informations sur ce qui se passe aux États-Unis en particulier en matière de distribution, et notamment d'utilisation de la communication. On parlait à peine d'Internet pour l'époque, et pour aider à la distribution. Il vous a demandé un peu d'argent? Simplement le droit de le faire. Un bureau. C'est pas les 3 millions qu'on a entendus. Des contacts. Mais au départ, rien. Pas grand-chose. Le fait de pouvoir voyager. Et puis, au bout par coup, il montait des opérations. Et donc, ça a démarré avec le CTLM, mais pas seulement. Et très rapidement, il a demandé un local qu'il a eu. Et il a mis de l'équipement. Donc, il était un petit budget, mais pas des chiffres colossaux. Voilà. Merci pour ce témoignage. On peut l'applaudir. Abdelhaïti. Alors Abdelhaïti, dans les années, je sais plus, 80, vous étiez directeur informatique. Non, ça c'est faux. C'est faux. Non, je suis rentré dans le groupe avec Cortal en 87 au nord du Brésil. D'accord. Et j'étais directeur informatique de la partie commerciale
D'accord. Okay. C'est l'autre directeur qui dirigeait la fabrique de back-office. Donc après Cortal, je suis monté au GEP et c'est là où j'ai connu Jean-Michel, au moment où il y avait le projet de la banque directe avec Claude Canet. D'accord. Et moi j'étais dans le même immeuble. Donc l'expérience, mes souvenirs un peu émus, que c'était tous ensemble aujourd'hui. Ce qui m'a le plus marqué, c'est 5h30 l'après-midi, on descendait de nos étages et il y avait un endroit caché. Un endroit caché? Pour nous, c'était caché. Il y a quelque chose dans le sous-sol. D'accord. Et j'ai découvert l'atelier, j'ai découvert Jean-Michel et ce qui m'a le plus marqué, c'est sa phrase on ne sait pas où on va, mais on y va. On ne sait pas où on va, mais on y va. Il a dit combien de fois? Des milliers de fois. Donc, on ne sait pas où on va, mais on y va. Et je crois que c'est tout. On peut résumer Jean-Michel avec cette phrase. Il y a aussi la veuve de Carpentras. C'est qu'il fallait prouver que le produit existe, que si la veuve de Carpentras arrivait à comprendre ça, tous les Français, y compris les énarques. C'était la deuxième phrase. Ce qui m'a aussi marqué, c'est le voyage aux États-Unis. J'étais à l'époque de Cortal, on a essayé de déployer le produit dans le monde, mais essentiellement l'expérience a été l'AFTEL, le voyage et découvert Dreyfus et Merrill Lynch. Et dans l'avion retour, il m'a dit ça ne raconte pas ça au CTRM, le CTRM est perdu. C'est comme ça que ça a démarré l'idée d'innovation, de la décision du crédit en ligne et derrière ça. Et j'ai suivi son idée, on a développé Clearline, on a fait d'autres Clearline après. Je ne sais pas si vous le savez tous, je suis à ma 4e Clearline. Et demain après-midi, je signe la vente de la dernière Clearline à une banque brésilienne. Et je voudrais dédier cette vente demain à Jean-Michel. Bravo, merci de ce témoignage. Stéphane Lelux. Alors Stéphane Lelux, personnage que tout le monde connaît. Et alors toi, tu vas nous parler du haut débit ou rien, la fibre optique, notamment d'un voyage mémorable en Mongolie notamment. Bon, merci à tous. Et puis je suis en tout cas heureux d'être avec la famille de Jean-Michel parce que c'est vrai qu'on vivait un peu à distance et en même temps à proximité parce qu'il parlait beaucoup de Madame Billot, mais rarement, évidemment, on a eu l'occasion de se voir et pourtant on était chacun à partager ce quotidien avec ce personnage fabuleux, un peu Tintin, un peu à la fois Géo trouve tout et qui nous a passionnés très tôt. Moi, ça fait 39 ans que je le connais. On te voit là d'ailleurs. Ouais, là, je remercie Anne-Sophie Bordry qui est ici présente parce que c'est elle qui nous avait invités à l'époque. Nicolas Sarkozy était président avec, je crois qu'on avait Gilles, etc. On avait fait à l'époque un lancement du plan, on va dire, du plan France numérique, enfin, un grand plan qui avait été un peu précurseur du plan France très haut débit qui a suivi pour amener la fibre optique partout, ça va amener la fibre optique. Mais, donc 86, je rencontre Jean-Michel, c'est un jeune étudiant, et en fait, il y a Antenne 2 à l'époque qui cherchait une solution pour pouvoir utiliser la télématique militaire et faire interaction avec un média de masse. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Jean-Michel, et qui finalement m'a fait rencontrer Jean-Louis Fourtanier, Cécile Alvernia, enfin tout le monde. Voilà, voilà, Jean-Louis, tu peux te lever Jean-Louis parce que c'est vraiment pour moi un des pères de la télématique. On a des histoires qui sont croisées très anciennes avec Jean-Michel. Et je ne voulais pas vous parler des années 80. En fait, je vais essayer de me projeter un peu plus loin. J'ai un peu cette chance d'avoir beaucoup croisé de projets, de champs d'investigation avec Jean-Michel. Et là, c'était une époque avec notamment notre ami commun Jean-Hugues Loret, que je vais compter en quelques secondes, quelques minutes. En fait, c'est le moment de la fibre optique. Parce que vous avez tous connu Jean-Michel, vous parlez de la fibre, il faut amener la fibre partout, la fibre va changer le monde, etc. Là, c'est la Mongolie. Là. On n'a pas amené la fibre dans la yourte, hein. Ça c'était une des grandes... C'était peut-être des images... C'était l'ancêtre de Starlink, par contre. Parce que Jean-Michel, là, pendant qu'on était parti 15 jours au fin fond de la Mongolie,
il était parti avec un kit satellite et il faisait tous les jours. Avec son kit satellite. Tous les jours. Sa parabole. Il faisait son. Les Français, je ne sais plus comment c'était, les Français parlent de français, moi c'était ça. Parlent de français. Et tous les jours, il disait Stéphane, il faut qu'on arrive à calmer l'antenne parce que tu comprends, je dois être. Il m'attend, là, il faut que je fasse mon poste. Voilà. Et donc, ça c'était en 2007. 2007 ou 2008, 2007. Il faisait des postes en 1997, en plein désert. Non, en 2007, un peu plus loin. D'accord, en plein milieu du désert de Au l'Ouest. milieu du désert de l'Ouest. Starlink n'existait pas. Mais bon, donc en 2000, là je vais revenir en 2000. Qu'est-ce qui se passe en 2000? Vous le savez tous, mars 2000, éclatement de la bulle Internet. Et en même temps, un truc que vous n'avez peut-être pas suivi, mais il y a un groupe qui s'appelait ELF à l'époque, qui essaie de faire l'OPA sur un autre groupe qui s'appelle Total. Et ça arrive parfois, c'est le mangeur qui se fait manger. En fait, c'est Total qui rachète ELF. Branle-bas de combat, notamment à Pau, au fin fond du Béarn. Pourquoi? Parce que Pau, c'était le siège historique de la recherche et développement du groupe ELF. 4000 cols blancs. Vous imaginez, dans une ville de notre premier ministre actuel béarnais, 4000 cols blancs en mode panique, parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils allaient devenir, des infrastructures, etc. Et là, à l'époque, je menais une mission pour la Chambre de commerce qui voulait du coup lancer ce qui s'appelle la Cité du multimédia à Pau. Et je parle de ça à Jean-Michel. Jean-Michel me dit, écoute, regarde ce qui se passe là en Corée, au Japon, ils sont en train de mettre la fibre optique. Au début des années 2000, on était en train à peine développer la technologie ADSL, on était au début de l'Internet permanent, connecté au débit, et du réseau câble, l'Internet sur le câble. Et lui, il dit, il faut faire ça, il faut faire une rupture, il faut qu'on prenne tout le monde d'avance. Et là, je l'embarque, voir effectivement ce qu'on est en train de faire. Et ça, c'est là la conviction de Jean-Michel, c'est André Labarrère tombe complètement en admiration devant le raisonnement de Jean-Michel sur il faut que vous soyez alors à l'époque, pas utilisé exactement comme ça, c'est le Télétel du très haut débit. Télétel 3V, vous savez, le Vélizy du Minitel. Et après il a. Florence du troisième millénaire. Voilà. Il lui avait dit Pau sera la troisième et Florence du troisième millénaire, et j'amènerai Bill Gates, il viendra coucher dans le lit d'Henri IV. Voilà, ça, voilà. Merci Richard. Je m'enlève les mots de la bouche. Voilà Jean-Michel, dans toute sa splendeur. C'est à la fois un visionnaire technologique, cette capacité d'emmener les gens dans un rêve, et qui est devenu une réalité, puisqu'en 2002, donc 2 ans après, le projet était mis sur place, un premier contrat, et en fait, le premier contrat qui était signé avec la société filiale du groupe Bouygues, à l'époque s'appelait Action, devient le premier réseau d'initiative publique en France, fibre optique, le tout premier, qui ensuite a entraîné, là je salue Philippe Legrand, qui a été président d'Infranub et la filière française des infrastructures numériques. On a amené la fibre optique dans tous les foyers français. On va éteindre le cuivre dans 4 ans, 4-5 ans. C'est le mouvement que Jean-Michel a insufflé avec ses montages publics-privés, vous imaginez, qui sont les tout premiers, les partenariats publics-privés, qui ont permis finalement d'amener partout dans le territoire la fibre optique. Et ça, c'est un de ces combats que je voulais partager avec vous parmi tous les témoignages. Merci à tous. C'est pas mal. Stéphane, tu viens de parler de Jean-Louis Fournier. Jean-Louis, on doit nous avoir amené une. Oui, en fait, si on veut, c'est pas moi. Un micro. Mais surtout, moi j'adorais les appeler tous les deux, Jean-Louis et Jean-Michel, les Muppets. Parce qu'ils étaient toujours en train de se prendre la tête, alors qu'ils parlaient exactement de la même chose, mais ils ne disaient pas dans le même sens. Jean-Louis, je te laisse parler. Bon, moi je ne vais pas parler de technique, en fait je vais juste parler de Jean-Michel, que je connais plutôt comme un ami. Donc c'est vous qui avez amené Unix en France, hein? Oui, disons que je soutenais Unix quand en France on soutenait autre chose. Oui, on soutenait quoi à l'époque? Je me souviens même plus, mais enfin c'était pas sérieux quand même. L'école n'était pas sérieux en prenant ce chemin. Bon, donc, on a les scoops aujourd'hui. Mais je ne veux pas parler de moi, je veux parler de Jean-Michel. Ce dont je me souviens de lui, en dehors du fait qu'on se disputait tout le temps sur les sujets techniques, mais c'est surtout lui qui avait raison, je le reconnais. Mais là, une fois où j'étais chez lui, justement, à Villers-Mahieu, je m'en souviens très bien, j'étais dos à la fenêtre. C'est vraiment une anecdote, hein, désolé. Et puis Jean-Michel, on discutait. Et dans mon dos, il y avait ma moto.
posé comme ça, et je ne regardais pas. Mais quand je suis arrivé à ma moto, je me suis aperçu qu'on m'avait tout piqué. Simplement, elle était sous mes yeux, enfin sous les yeux de Jean-Michel. Et voilà le souvenir que j'ai de Villers-Mailleux. C'est là où on m'a piqué toutes mes affaires sur ma moto. Alors, Merci. Merci Jean-Louis Fontanier pour ce témoignage. Alors on continue avec Jean Pénicaud. Alors Jean-Luc Pénicaud, il a préparé un discours de 15 pages. Non, je plaisante. Donc Jean Pénicaud, du mulot de Chirac à l'aventure du e-party, le Malraux du numérique. C'est ça? Oui, alors c'est un vrai éloge funèbre. Pourquoi? Parce qu'au 29e et 112e jour de son décès, Jean-Michel nous a quittés, laissant le Billot Show sans créateur, avec néanmoins une trace inouïe dans le cœur de nombreux d'entre nous, ayant eu la chance de te rencontrer et de te connaître. Nous nous étions promis lors de l'éclipse de 99 que celui qui survivrait à l'autre prononcerait son éloge au milieu des amis avec du passé simple. Nous évoquerons donc quelques aspects de ta personnalité en hommage ce matin, dont ton impatience à voir bouger la société numérique d'un point de vue politique, local et global, disruptif. Ce qui se passait à l'atelier était unique sous le regard protecteur et merveilleusement organisé de Chantal, qui est là, que je salue. Rencontre où nous pouvions croiser Jeff Bezos au rire si caractéristique, ou Gary Shapiro, le patron du CES, amené par ton fidèle contradicteur Xavier Dalloz, que je salue, et des grands acteurs visionnaires de cette révolution que tu commentais, pour ne pas dire fomentais, avec eux. D'un point de vue juridique, comme Olivier Itéanu. Je tiens le micro. Comme Olivier Itéanu, Carole Laudet, hélas empêchée ce matin, géniale créatrice du premier site bancaire au monde en ligne sécurisé avec le Crédit Mutuel de Bretagne, ou Walt Mossberg, Chief Technology Officer du Wall Street Journal, Joël de Ronet, l'ami Kaplan et tant d'autres que certains ont déjà évoqués. Je voudrais raconter quelques souvenirs qui émanèrent notre amitié du babillard qui nous rassemblait nuit et jour dans des discussions sans fin, le babillard, au club de l'Arche, accueillant tant de passionnés le mardi soir à Buclébert, où nous débattions autour des synthèses lumineuses de l'ami Soriano, d'exposés de Jean-Michel Autier, des arts de connaissance avec Michel Serres, de Jacques Benveniste, de la mémoire de l'eau, d'Al Varian, professeur d'économie à Berkeley, mais aussi créateur du modèle économique de Google, membre du comité de sélection du prix Nobel d'économie, qui nous avait dit un jour à dîner devant toi ébahi, dans 10 ans, Thierlois de Toulouse en sera lauréat. Ces réunions de l'Arche, où aiguillonnées des questions de Kerven, Raymond Poujon, de Jean-Michel Yolin et de tant d'autres, nous rêvions de comment nous pourrions changer la société sous toutes ses formes. Après la fabuleuse première journée du net au tribunal de Paris, du procès du net organisé par Olivier Itéanu, tu avais émis l'idée, pour l'édition suivante, de voter une loi Internet au Sénat. Pour ce faire, il fallait simuler plusieurs partis politiques pour réfléchir de concert en fonction des sensibilités de chacun dans l'hémicycle. Et il y avait les colbertistes du net, les écologistes du net, les communards du net, etc. Et nous avions décidé de nous situer au centre droit en tant que e-parti, en le créant pour de vrai en parallèle sous forme de marque déposée, de serveurs. Et pour cela, nous avions réuni un quintet atypique pour inventer un modèle de parti politique en ligne avec des personnalités très différentes. Charles Goldfinger, ultralibéral et ex-consultant du FMI, apôtre de l'immatériel, de l'utile et du futile. Anita Rosenhold, trotskiste, féministe et statisticienne, chantre du métissage. Marcel Devergne, directeur de la Ligue française de l'enseignement, créateur des Journées d'Ourtin, autre lieu de dialogue entre l'administration, l'éducation et les acteurs du privé. Toi, le libertarien et qualité du président du Club de l'Arche. Et moi, vibrion de l'Internet sur la télé, premier connecté au câble à 4 mégabits à la maison, fou de la ville numérique. Nous étions tous les deux co-créateurs du e-parti dont nous co-présidions les réunions et les débats préparatoires pour se faire expliquer les techniques d'amendement, etc., en vue de prendre le leadership de cette journée. À la tribune siégeait Vinton Cerf, l'un des pères de l'Internet. Le jeu consistait à promulguer une loi couvrant tous les domaines de la vie politique, et nous devions, nous, défendre une question de fond. Les 35 heures allaient-elles survivre à la société de l'information ?
sujet que nous démontâmes avec brio et par l'absurde, dans une argutie subversive pour en démontrer l'ineptie aux grandes dames du cabinet de Martinory et de Matignon, qui nous l'avaient suggéré, d'autant plus que nous avions reçu dans les 8 jours plusieurs dizaines de milliers de demandes d'adhésion, ayant créé un site web avec un programme quasi électoral, préfigurant un rêve de parti et de démocratie en ligne, ce qui déplut beaucoup au cabinet de Jospin et me valut de fortes pressions et, je crains pour toi, quelques désagréments, m'obligeant à interrompre l'exercice après des déjeuners à l'hôtel de l'AC, où on nous fit comprendre que ce n'était pas possible et pas notre métier. D'autres, avec talent, comme lors de la Rodière dans sa vie de parlementaire, surent relayer néanmoins ta pensée en de nombreuses occasions. Comment ne pas évoquer une publication dans le Wall Street Journal que j'ai là? Ah, ça c'est un scoop. Photo, s'il vous plaît. En juin 2002, où tu fus sacré pape du broadband, ce qui nous avait donné lieu à un dîner d'ontologie, avec des gens aussi improbables qu'un Anglais qui s'appelait Jonathan et qui sélectionnait ses conquêtes à partir d'enquêtes sur les couleurs, ça nous écoulait de rire. Comment aussi ne pas évoquer ma visite à l'Élysée à Valérie Pécresse, qui, avant de connaître un destin politique, supervisait l'assimilation des nouvelles technologies par le président Chirac pour passer du mulot à la souris, au cours de laquelle je lui avais suggéré qu'il t'attribue la Légion d'honneur vu l'exceptionnelle croisade que tu menais en France pour gagner ce combat du broadband. Excellente idée, m'avait-elle dit. Aussi suis-je passé à l'atelier et t'annoncer qu'à la prochaine promotion, tu risquais bien de te retrouver décoré de la plus belle distinction française. Incrédule, tu me dis, mais tu es fou, mais enfin, moi, le ch'ti du Nord, écoute, si je l'accepte, ce sera en hommage à mon grand-père, le Quaker d'Amérique, avec son grand chapeau et son air de bœuf, en 1917, venu combattre dans la Grande Guerre, qui, lui, l'aurait mérité, ne serait-ce que parce qu'il resta en France pour y fonder une famille. J'ai appris récemment que lorsque l'Élysée t'appela pour te l'annoncer chez toi, tu en fus si touché qu'il fallut t'hospitaliser pour te soigner d'une angine de poitrine. J'en suis désolé. La remise de cette Légion d'honneur fut quelques années plus tard organisée de main de maître par Jean-Charles Bossard, qui nous accueille aujourd'hui, à l'invitation du président Poncelet dans sa résidence. Et là, nous pûmes voir ô combien tes vrais amis venus en nombre dans une fabuleuse réception étaient fiers de toi, et je crois, n'est-ce pas Caroline, que ce fut l'un des plus beaux jours de ta vie. 21 ans plus difficiles dans ta carrière, dû peut-être à une crainte de te voir rayonner plus qu'il n'était permis, où tu connus une longue et profonde relégation qu'on ne peut laisser sous silence, laissant ton aura en suspens jusqu'à une retraite où tu lanças de plus belle tellement d'initiatives autour du billot chaud. Et puis vint cette embolie mal diagnostiquée à temps, t'amenant au désespoir de te voir amputé. Et là, j'avoue avoir, avec quelques-uns d'entre nous, Abdallah à la manœuvre, imaginé plein de moyens pour te redonner un peu d'espoir par l'expérience que j'avais de mon propre grand-père passé par ces mêmes affres. Et nous avons réussi à faire installer contre vents et marées la DSL dans ta chambre d'hôpital. Et Caroline n'eut plus qu'à apporter ton Mac pour que tu le trouves au retour de ta première séance de rééducation avec sur ton lit, imprimé et relié près de 400 témoignages récoltés sur Facebook, répondant à cette question existentielle, pour vous, qui est Jean-Michel Billot. Ton émotion fut si belle devant tant de gratitude, la même qui nous réunit ce matin, que tu repris goût à la vie. Je t'avais dit ne pas venir te voir tant que tu ne serais pas debout, appareillé avec ou sans béquille. Tu fus alors honoré d'un prix au pavillon Gabriel, et ce soir-là, tu te hissas sur scène, lâchant tes béquilles, tu me cherchas du regard en disant « Tu vois, Jean, me voici à présent debout en me remerciant. Mais je crois, chers amis, qu'à travers moi, ce fut vous qui le remercia. » Puis, c'est à travers le réseau et tes multiples voyages et sessions à présent immobiles, avec parfois de certains plus proches géographiquement des visites, dont tu me racontais la venue au téléphone, que doucement, chère vieille amie usée, tu t'en es allé, toujours curieux, mu d'une émerveillance pour l'innovation, cet émerveillement dans la bienveillance qui guida nombre de nos choix, orienta pour beaucoup la carrière, la fortune pour certains, la pensée face aux immenses défis de la société de l'information,
de l'émergence d'une matrice numérique dont tu fus et le héros, OS, et le héros, ALT, dont tu pensais via l'intelligence artificielle qu'elle transformerait l'homme parce que, disait-il, la nature humaine est buggée. Dans la nuit du 10 janvier, Caroline, vous m'avez écrit en WhatsApp alors que Jean-Michel s'en allait dans un coma profond. J'ai aussitôt prévenu Carole Laudet en Bretagne et Abdallah qui était dans l'avion pour Rio, toujours connectés, et nous avons pendant près de 2 heures évoqué dans un ultime babillard ce qui nous avait fait aimer Jean-Michel, ce qu'il nous avait apporté, et nous avons ainsi accompagné de notre gratitude, chacun selon sa sensibilité, c'est égal, mais par la pensée, douce prière, la joignant à la vôtre, j'en suis sûr, son grand passage vers une éternité dont il ne doutait pas, et qui doit à présent, alors que nous lui rendons hommage, combler son inlassable curiosité et debout. The last one will shut the light, avais-tu à dire en fermant l'atelier. Jean-Michel repose en paix. Jean Bélico. Super texte. Peut-être Marc-Olivier, si tu veux dire un mot, toi qui as remis le prix de l'homme numérique ou l'homme de l'Internet de l'année à Jean-Michel, dont on parlait à l'instant, notre ami Jean, peut-être. Voilà. Très modestement, et ça va être certainement court et moins brillant que ce qui vient d'être prononcé, mais tout aussi sincère, effectivement. Jean-Michel, pour le secteur qui était le nôtre, celui du e-commerce, qui était la branche un petit peu avancée du numérique, a joué un rôle important par sa curiosité, son côté aiguillon qu'il avait. Et il a su nous faire réfléchir autrement, essayer de trouver de nouvelles voies, et nous challenger tout le temps, et c'est pour ça qu'on a voulu le récompenser. C'était juste après son opération, et malgré sa maladie, il était toujours là, et c'était toujours une source d'inspiration pour nous. Et aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'émotion que je lui rends hommage. Je vois beaucoup de gens que j'ai croisés par ailleurs, et qui nous réunissent autour de lui, et son image, effectivement, restera. C'était certainement un des pionniers de l'Internet, et ça restera un des grands ouvreurs de la voie du numérique. Voilà. Merci pour ce témoignage. Alors, on termine. Philippe Pou, et puis après, monsieur. J'aimerais bien qu'on dise Poux, mais c'est pas grave. Poux, désolé. Merci à Jean Bénico d'avoir cité le babillard, ça montre que j'ai un peu l'esprit d'escalier, parce que sinon j'aurais commencé en ouvrant ma chemise pour montrer que j'ai toujours mon t-shirt du babillard. Et du coup, alors qui est-ce qui a encore son t-shirt du babillard ici? Moi je le garde religieusement et je n'ai pas pensé à le prendre ce matin. Moi je vais vous parler du voyage en Harmonie, mais juste avant, parce qu'on parlait d'anecdotes, moi il y en a une qui m'a marqué. À l'époque, j'étais au CTLM, je venais souvent à Avenue Kléber parce que j'étais expert métier crédit avec des gens qui faisaient des systèmes experts, c'est ces bidules que maintenant on appelle de l'intelligence artificielle. Et puis du coup, j'avais commencé à fréquenter l'atelier, et la fois où il m'a le plus surpris, c'est que je passe, vous connaissez un peu, il me fait Philippe, j'ai besoin de ton avis. Il avait l'air panique. Il avait un courrier en tête de la République française qui lui disait que c'était pas bien de se moquer des sénateurs. Vous vous souvenez de ce truc-là? Il venait de publier un article dans le journal de l'Atelier à propos d'une réunion qui s'était tenue au Sénat sous l'égide d'un certain Antoine Séruscla qui avait 72 ans pour savoir ce que serait l'informatique et la France. Et ce sénateur, au milieu de la discussion, avait tapé sur la table en disant « Messieurs, mon niveau d'anglais n'est pas très élevé, mais je suis surpris de vous parler des fenêtres. » Patron d'entreprise et Jean-Michel qui était là se disent « fenêtres, ah Windows. Oh merde, il ne sait même pas ce que c'est que Windows. » Et on n'a pas osé lui dire que Windows, en plus, c'était fait par un mec qui s'appelait Porte. Et il avait publié ça dans le journal de l'Atelier, et donc 2 semaines plus tard, il avait reçu un courrier qui lui disait que ce n'était pas bien du tout. Et donc, je dis, bah où est le problème? Il dit, bah attends, tu te rends compte, quelque part, ils disent que j'ai insulté le Sénat français. Comment je vais expliquer ça à Madame Guillaume? Et est-ce que je vais avoir des problèmes? Voilà. Donc celui-là, je m'en souviens, c'était... Alors du coup, je ne veux pas tout vous dire de tout ce que j'ai fait avec Jean-Michel, mais moi, en effet, je suis comme Jean-Charles, c'est lui qui m'a apporté plein de choses, et on s'est croisés beaucoup de fois. Et puis, il se trouve que de temps en temps, j'avais le courage de prendre ma voiture, de rouler jusqu'à
jusqu'à Thoiry, Naufle-le-Château, Villiers-le-Mailleux, puis on allait manger. Et puis, il se trouve qu'il y a une douzaine d'années, je suis tombé en amour avec l'Arménie, j'ai découvert des tas de choses. Donc un jour où j'y suis allé comme ça, quand il était déjà avec ses problèmes de chaise roulante, je lui ai dit pourquoi tu viens pas avec nous, c'est un pays super innovant. Il me dit mais tu te rends pas compte, j'ai du mal à marcher, machin. Je dis oui mais attends, je vais emmener 2-3 autres, on s'occupera de toi. Et du coup c'est le côté très positif, c'est qu'on va se souvenir du Jean-Michel petit garçon. Il faut garder les choses positives, mais du coup j'ai eu la chance de l'embarquer en Arménie, de le pousser dans son fauteuil comme si je poussais un enfant dans une poussette, de le voir se réjouir et découvrir des tas de gens incroyables, comprendre que c'est un pays où il y a une innovation phénoménale. On a même croisé Vahet Torossian, qui est un gars qui est né à Paris, mais qui était à l'époque le président de Microsoft Europe. Enfin, comme ça, plein de, même Razmik Adnous aussi, qu'on voit un soir comme ça, et qui était le patron de Documentum que la compagnie bancaire venait d'acheter. Il découvrait ce genre de choses. Et sans arrêt, on a eu des rencontres qui l'ont vraiment passionné. D'ailleurs, il faudra qu'on fasse ça. On ira réexhumer les Français parlent français en Arménie. Ça, c'est pas le... Et alors, petit truc aussi, parce que ça c'est du Jean-Michel. Figurez-vous que, donc on avait tout préparé, je partais avec lui et avec 2 autres amis qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, Benoît Vallet, que certains connaissent sûrement, et Francis Volski, qui était l'expert des systèmes experts que j'avais croisé à la bancaire. Et la veille du départ, Jean-Michel m'appelle, il me dit je suis désolé, mais on ne va pas partir. Je dis qu'est-ce qui se passe? Il me dit tu sais, avec mon problème, j'avais oublié de vérifier, je viens de regarder, mon passeport est périmé. Ah ouais. Et là, je me suis dit ouais, mais c'est trop tard, on a prévu le voyage, on va le faire. Et j'ai fait à la Jean-Michel, je me suis dit on tape dans les murs, on verra bien. Donc j'ai appelé quelques amis et figurez-vous que grâce à on a eu un courrier du préfet de police de Paris qui a fait que quelqu'un lui a fait un passeport dans l'heure. Et donc on a débarqué à Erevan avec un passeport datant du jour, couverture verte et qui avait duré que d'1 an. Ça a été une grosse négociation sur place, mais grâce à son côté je défonce les choses et j'ai pas peur, on a réussi à faire ce voyage. Comme dirait Jean-Michel, on a les relations, on l'a pas. Quoi. C'est ça. On va pas dire Philippe. Allez, on va conclure avec Isabelle. Donc Isabelle, tu voulais qu'on parle pour conclure de tout son engagement sur justement les technologies du séquençage, du génome humain, de la santé notamment. Et je vais en profiter aussi, puisque Philippe a fait partie de l'aventure éco-écologique. Avec une autre personne qui s'appelle Xavier Gilleron, et mes associés avaient l'habitude, quand j'avais une interview ou lors du bio show, de me donner 3 mots à placer. Donc si je ne les plaçais pas, je devais offrir le champagne à tout le monde. Et lors de ce bio show sur les lunettes connectées, je devais placer le mot ragondin. Pas forcément le mot très facile à placer. Et Jean-Michel me tend la perche, mais sans le savoir, il n'est pas du tout au courant. Il me dit mais quel style d'application on te demande? Je lui dis mais alors plus intelligent, plus farfelu, puisqu'on m'a demandé une fois de développer une application pour éradiquer les ragondins. Jean-Michel, forcément, la femme du show, puis qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça nous a fallu une bonne crise de fou rire. Mais surtout, je voudrais parler de Xavier Gilleron, qui a beaucoup accompagné Jean-Michel dans son combat suite à son problème de santé et tout ce qui s'est passé. Et continue à accompagner la famille au quotidien pour les aider dans toutes les démarches. Et aujourd'hui, on a fait un très bel hommage, vous avez tous parlé. Jean-Michel se battait contre les CERFA, contre l'État. Et moi, je voudrais vous proposer quelque chose aujourd'hui. C'est que son œuvre ne s'arrête pas là, et qu'on crée la fondation Jean-Michel Billot, et qu'on se lance tous, puisque notre pays ne va pas bien, et comme il le dit, les années vont être chahutées. On sorte le bazooka, qu'on se batte contre les CERFA, et qu'on fasse bouger tous ensemble les choses pour faire avancer notre pays. Et c'est ce qu'il aurait voulu. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter? Je serai bref. J'étais dans les bases de données, je suis toujours d'ailleurs un peu, et j'avais, en concurrence France Télécom, et j'avais créé une base de données de l'ensemble de la population qui avait des applications. Et puis un jour, je lance, je me dis, tiens, on pourrait faire l'inverse, l'annuaire inversé.
Et Abdelhadi me dit, il faut que tu en parles à Jean-Michel. Donc il présente Jean-Michel, et Jean-Michel, comme toujours, enthousiaste et tout. Il ne savait pas bien à quoi ça pourrait servir, mais il commence à en parler et il m'aide à lancer l'annuaire inversé en France. Donc ça, c'est l'anecdote personnelle. Après, j'ai eu évidemment de longues conversations avec lui pendant de nombreuses années. Et récemment, Abdallah m'apprend le décès de Jean-Michel, et j'en ai parlé à 2 personnes qui me disent, moi aussi, André Léviland, d'abord, je lui ai appris, et à qui j'ai demandé de venir aujourd'hui, on devait déjeuner, ça a été annulé, et Olivier Mousson, qui a une anecdote qui doit être assez peu connue de... Alors, on me signale en cuisine qu'il va falloir conclure rapidement. En fait, je serai vraiment très bref. D'abord pour vous remercier, pour remercier les organisateurs, pour remercier la famille, pour remercier bien sûr Jean-Michel, parce que ce qui me frappe, c'est qu'on doit tous quelque chose à Jean-Michel. Moi, je ne l'ai pas beaucoup connu, mais ici, je connais une quinzaine, vingtaine de personnes que j'ai croisées, parce que Jean-Michel m'a inspiré, même si je ne l'ai pas connu, et c'est un lien avec le 6e arrondissement. Je suis président de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, l'hôtel de l'industrie qui est place Saint-Germain-des-Prés. Voilà. Et Jean-Luc, un jour, est venu me voir en disant, voilà, je vais te présenter Jean-Michel, et on va organiser des sessions. Et ce lieu a été créé par Bonaparte en 1801 pour justement faire rencontrer, déciloter, faire rencontrer à la fois les scientifiques, à la fois les entrepreneurs, à la fois les hommes politiques, pour faire avancer l'innovation. Créé par Bonaparte en 1801, à l'hôtel de l'industrie depuis 150 ans. Et je prends la balle au bon, je ne serai pas plus long parce que le buffet attend. On est la première association reconnue d'utilité publique, il y a 200 ans. Donc notre métier, c'est de créer des fonds, des fondations, pour justement faire vivre l'innovation. Donc il y a peut-être une idée à creuser. Et encore une fois, merci à tous. Bravo. En 2 secondes, c'est pas un problème de 2 secondes. Moi, je voulais vous dire que j'allais voir Jean-Michel plutôt à la fin de sa vie, j'allais le chercher pour déjeuner. Tout ça a été raconté. Et comme je suis journaliste réalisateur, je me dis que je devrais aller en Estonie et parler de médecine. Parce que si j'avais été soigné, si j'avais été pris en charge en Estonie, mon problème de santé aurait pu être traité à temps. Et peut-être que le rôle, et grâce à l'unification des services de santé en Estonie, etc., peut-être que ce travail pourrait être le travail de la Fondation dans le futur, de reprendre ce travail qui n'a pas été fait en France. On peut vous applaudir. Je vais conclure dans l'antenne. Voilà, merci à tous. Un peu de musique et puis un moment de recueillement pour Jean-Michel. Et puis on passe à table. Et puis la Fondation va, je l'espère, poursuivre sa mission. Merci à tous.